Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro des experts au féminin. Alors comme d'habitude, nous avons sur ce plateau des expertes, chacune dans leur domaine, et aussi une invitée de choix. Bonsoir Maëlle Félix-Henry, vous êtes directrice générale d'IRISA et avec vous, nous parlons d'entrepreneuriat, mais pas que. Tout à fait, nous parlons également de vie associative, de sport et surtout de formation professionnelle. Très bien. Joëlle Badralou, vous êtes journaliste, blogueuse pour LDWI.com et avec vous, on voyage toujours vers des horizons fantastiques. Oui, effectivement, dans la chronique, on parle tourisme et gastronomie. Très bien. Cindy Bajazet, vous êtes la fondatrice de Cindy Bajazet Consulting. Parlez-nous de vos activités. Alors, je suis, comme vous l'avez dit, la présidente et la fondatrice du cabinet d'assistance juridique administrative Cindy Bajazet Consulting, que j'ai créé en septembre 2018. Ouais. Préalablement, je travaillais 13 ans en cabinet d'avocat et désormais, je propose mes services en premier lieu aux avocats, aux experts comptables dans le cadre de la sous-traitance. Et j'accompagne les particuliers, les associations, les TPE, les PME dans toute la gestion administrative. Et au sein de cette émission, je parle entrepreneuriat à toutes les sauces. Je mets en lumière des hommes, des femmes qu'on découvre ou qu'on redécouvre et qui vont nous parler de leur parcours et de leur activité. Toujours avec le côté expertise. C'est très important. Alors vous voyez, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, j'ai la chance d'être entourée de vraies expertes, des gens pointus dans leur domaine. Et c'est vrai que nous mettons toujours un point d'honneur à vous proposer des invités de choix. Et ce soir, j'ai l'honneur d'accueillir une consoeur qui officie également sur l'antenne d'Éclair TV. Bonsoir, Laure Tarrer. Bonsoir Axel, bonsoir à toutes. Vraiment très heureuse de me retrouver là. Nous de même. À une place que je n'ai pas l'habitude d'avoir et qui est vraiment très très bien et un peu stressante quand même. Mais c'est vraiment un honneur pour nous, Laure, puisque nous sommes fans de votre émission, particulièrement moi qui adore les belles lettres. Et je crois que ça fait du bien d'avoir une émission comme la vôtre dans le paysage audiovisuel guadeloupéen. Et c'est vrai que votre présence ici s'inscrit dans une logique, j'ai presque envie de dire, d'autopromotion, puisque nous avons déjà reçu Rebecca Marival également. C'est important pour nous de pouvoir mettre en lumière ces talents au féminin qui font aussi Éclair TV dans sa redynamisation. En tout cas, merci encore d'être avec nous. Merci beaucoup. Merci, je suis très touchée de l'invitation. Quand vous m'avez contactée, je me suis dit ça fait plaisir parce que c'est vrai que, alors à la base, je ne suis pas du tout effectivement une présentatrice et tout, ce n'est pas mon parcours professionnel. Moi, je suis prof de lettres depuis déjà 25 ans maintenant. Et mes fans de littérature, et dans ma pratique professionnelle, en fait, je fais en sorte de faire découvrir particulièrement notre littérature. Alors c'est vrai que les programmes sont faits de telle sorte que, voilà, ce sont des programmes nationaux, donc voilà, c'est de la littérature essentiellement française hexagonale, mais depuis le début de ma carrière, je mets un point d'honneur à faire connaître nos auteurs. Et donc, quand j'ai eu la possibilité, mais vraiment, ça a été comme ça, une phrase qui a été lancée un jour où j'étais venue présenter mon ouvrage à moi. Puisque vous êtes auteur aussi. Parce que je suis auteur aussi. Et en fait, je disais simplement au réalisateur, c'est bizarre qu'il n'y ait pas d'émission littéraire. Ouais, ça manquait. Vraiment, ça manquait. oui, je trouvais que ça manquait dans le paysage audiovisuel guadeloupéen. Et il se retourne, il me dit, et ça vous intéresserait? Et je m'entends dire, oui. Ouais. Et voilà, et c'est parti comme ça. Voilà, c'est comme ça. Et Monsieur Mouradel m'a fait confiance. La première émission, on a enregistré, je me rappelle, un mercredi. Et je me suis dit, ils vont faire toutes sortes de montages et tout, parce que ce n'est pas mon domaine. Et il me dit, ça passe ce soir. J'ai fait ce soir, c'est-à-dire ce soir. C'est du Mario, ça, oui. Voilà. Et il me dit oui, on pensait qu'il y aurait eu beaucoup de choses, beaucoup de montages à faire, etc. Ben non, c'est diffusé ce soir. Donc voilà comment l'aventure a commencé. Très bien. Alors justement, vous me disiez que vous êtes professeur de lettres à la base. Oui. Pour devenir professeur de lettres, quelles études est-ce que vous avez poursuivies? Parlez-nous de votre parcours académique. Donc moi j'ai fait des études de lettres modernes. Donc moi j'ai fait mes études en Martinique. Je n'avais pas spécialement envie de partir très loin. Je me suis dit, il y a les lettres en Martinique, donc j'ai fait mes études de lettres modernes en Martinique. Et puis après, j'ai commencé tout d'abord par la formation pour adultes. J'avais un ami qui avait ouvert un centre de formation, toujours en Martinique, dans la commune du François.
Et il m'a dit, ben tiens, je cherche un professeur. Je lui ai dit, oui, mais moi, je viens tout juste de terminer mes études. Il m'a dit, oui, mais ça sera pour des adultes. Donc j'enseignais à l'âge de 22 ans à des gens qui en avaient 40, 50 et qui étaient justement en réinsertion. J'ai eu affaire aussi à des personnes qui ne savaient ni lire ni écrire. Donc ça a aussi été un challenge. Et un jour, il me dit, ben tiens, dans un lycée, on cherche un professeur de lettres. Et je me suis dit, ah bon, j'ai envoyé comme ça un CV. J'avais déjà déposé un CV au rectorat. J'avais déjà eu une proposition de poste. Mais alors, j'ai fait vraiment l'original. Je me suis dit, ah non, j'habite Schellcher, Basse-Pointe, ça ne va pas le faire. En général, on ne refuse jamais un poste. Ouais. La dame du rectorat me dit, vous vous rendez pas compte, il y a des tas de gens qui ont envie de travailler. Je lui dis, ouais, mais c'est un peu loin quand même. Faire Schellcher, Basse-Pointe tous les jours, ça ne va pas être possible. À l'époque, je n'avais pas de véhicule. Donc, je me suis permis de refuser un poste. Et puis après, donc, je suis rentrée dans ce lycée en Martinique, qui est un lycée privé sous contrat. Le seul lycée qui n'est pas catholique en Martinique, parce que c'est un lycée qui a été fondé, ça s'appelle l'AMEP, l'Association martiniquaise d'éducation populaire, fondée sur une idée de Césaire et montée par un Guadeloupéen. Son nom va me revenir là, ça m'échappe, mais c'était un professeur émérite guadeloupéen. Et en fait, cette école s'est basée sur les travaux de Papa Yaya. Voilà. Le fameux Papa Yaya. Le fameux Papa Yaya. C'est ainsi qu'ils se sont basés sur tout ce qu'il avait mis en place déjà en Guadeloupe. Et en fait, cette école s'est inspirée de cela, qui donnait la chance à ceux qui avaient été exclus du système éducation nationale officiel, à qui on avait dit vous n'êtes bon à rien, etc. Et donc j'ai travaillé pendant quelques années dans ce lycée, pratiquement 20 ans. Ah oui. Et j'étais très heureuse parce que j'aimais sa philosophie. Parce qu'une fois, j'ai dit à une collègue qui, elle, enseignait au lycée Schellcher, le lycée des élites, d'excellence, excellence et tout. Oui. Et moi, elle me dit, oui, vous, dans votre lycée, j'ai dit, non, mais moi, je suis une alchimiste. Elle me dit, ah bon? J'ai dit, oui, parce que tout ce que vous avez considéré comme de la boue, nous le transformons en or. Dans la mesure où tous nos élèves qui avaient le bac réussissaient avec mention très bien. Des gens à qui on avait dit vous n'arriverez à rien, vous ne servez à rien, vous n'avez pas le niveau, etc. Quand on récupérait ces enfants-là, eh bien eux, ils obtenaient le bac avec mention. C'est vraiment la philosophie Papa Yaya. Alors pour rappel aux téléspectateurs, Papa Yaya considérait qu'il fallait enseigner aux enfants guadeloupéens de la Caraïbe, quels qu'ils soient, d'abord dans leur langue dite maternelle, en créole. Donc on enseignait le français comme une langue étrangère. Comme une langue étrangère. Exactement. Oui. Et c'est vrai que par moments, les élèves qui étaient en échec scolaire, ce n'était pas parce qu'ils n'avaient pas... En fait, on a découvert déjà il y a quelques années qu'on ne fonctionne pas tous de la même manière. Et en fait, ça, dans l'éducation nationale, on a tardé à comprendre qu'il y a des intelligences, en fait. Il y a des élèves qui ont besoin d'un peu plus de temps. Alors, c'est vrai qu'une année scolaire, c'est 8 mois et demi, mais il y a des gens qui ont peut-être besoin de plus de temps. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont inaptes, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'intelligence. Ils ont simplement une autre façon de fonctionner. Et je suis en lien encore aujourd'hui avec certains de ces élèves qui sont aujourd'hui soit des chefs d'entreprise, certains travaillent à l'ONU, certains vivent dans le monde entier, et je me dis, voilà des gens à qui on avait dit, vous ne serez rien. Vous savez, comme un certain monsieur qui a dit, voilà. Donc, à qui on a dit ça et qui aujourd'hui ont des carrières mais brillantissimes et qui nous remercient. Ça fait partie de ces élèves aussi qui sont très reconnaissants vis-à-vis des professeurs qui ont cru en eux. Et moi je me dis que dans la mission qui est la mienne, parce que je considère que être enseignante c'est être en mission. Si on n'aime pas les gens, on ne peut pas faire ce métier-là. Aujourd'hui, il y a des gens qui se lancent dans ce métier en se disant oui, j'ai la garantie de l'emploi. Alors moi, dans le système, parce que je suis toujours dans le système privé sous contrat, nous, on ne fonctionne pas tout à fait de la même manière. Parce que nous, même si nos salaires sont versés, sont payés par l'État, mais s'il n'y a pas d'élèves, il n'y a pas de poste. Tout à fait. Par conséquent, dans notre tête, on fonctionne comme des chefs d'entreprise. Ça, c'est intéressant. Oui, et c'est la raison pour laquelle aussi, eh bien, c'est pour ça que beaucoup de parents mettent leurs enfants dans le système privé. L'absentéisme n'est pas le même. Enfin, je veux dire, on va hésiter à prendre un arrêt. Par moment, je me rends compte que je peux aller travailler alors que je suis à Fon. Et les enfants se disent, d'accord.
Je dis non, c'est moi qui n'ai pas de voix en fait. Donc on y va parce qu'on croit véritablement. Il y a un véritable engagement. Il y a un véritable engagement. On n'est pas là par hasard. Moi, quand on me dit, mais tiens, ah bon, tu aimes je suis passionnée 25 ans plus tard, comme une amoureuse, quoi. C'est-à-dire comme si j'étais au début d'une relation. Je suis passionnée par mon métier. Je suis passionnée par la transmission. J'aime voir comment un élève se comporte en septembre et comment il finit l'année en juin. Mais effectivement, et ça se sent cette passion même à travers l'émission. Est-ce que vous croyez dans ce monde très connecté où on a l'impression, je dis bien l'impression, que l'on lit de moins en moins, est-ce que les belles lettres ont encore toute leur place dans le développement intellectuel, humain, voire plus de quelqu'un aujourd'hui ? Fondamental, parce qu'effectivement, moi je dis souvent à mes élèves que quand ils arriveront, par exemple ceux qui visent les grandes écoles, j'aurais dit, vous savez que les concours pour entrer, ce sont des concours de culture générale, et très souvent c'est une dissertation littéraire. Exactement. C'est effectivement cette épreuve qui va départager les candidats. Donc je leur dis, quand vous n'avez pas lu, parce que faire une dissertation, on ne peut pas parler de quelque chose, d'un ouvrage qu'on n'a pas lu, ça ne s'invente pas. Je suis désolée, vous aurez beau lire la 4e de couverture d'un ouvrage, si vous n'êtes pas passé à l'intérieur de cet ouvrage, vous êtes incapable de faire une dissertation, de citer des exemples littéraires précis en les analysant. C'est impossible. Et donc, je mets l'accent sur cela. Et moi, par exemple, depuis cette année, c'était quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps. Je fais lire tous les jours à mes classes pendant 5-10 minutes. Et du coup, ils ont tellement adhéré à l'exercice que par moment, donc je commence le cours, mais je dis, madame, on n'a pas eu les 5 minutes de lecture. Donc je me dis, on est entré aujourd'hui dans l'éducation nationale, dans le programme développer la lecture, etc. Bon, ça c'est un mot. Je me dis qu'au quotidien, comment faire ? Comment susciter l'envie ? Moi, j'ai pas envie que les élèves lisent par contrainte. On a tous lu des ouvrages par contrainte parce que c'était imposé par nos enseignants, parce que c'était le programme officiel. Moi, j'ai envie que mes élèves lisent par plaisir, par passion. Et quand j'ai lancé donc ce projet en début d'année avec mes classes, notamment avec le collège, parce que dans le lycée où je suis, c'est à la fois un collège et un lycée, je leur ai dit, écoutez, moi j'ai envie que vous soyez heureux de lire. J'ai envie de voir vos yeux briller. Alors ils me disent, oh mais madame, vous exagérez parce que moi ça me donne sommeil. Alors comment faire justement pour retrouver ce bonheur de lire ? Eh bien justement, je leur ai dit, vous choisissez un livre de votre choix. Là, pour ces lectures-là, c'est pas moi qui impose. Et quand vous avez fini de lire ce livre, vous venez en parler. Donc on développe aussi la capacité à argumenter, à défendre, etc., qui va servir plus tard. J'ai dit ensuite, vous venez nous présenter le livre qui vous a plu. Pourquoi vous l'avez lu ? Qu'est-ce qui vous a apporté ? Est-ce qui vous a fait voyager ? Et donc, j'ai constaté que les élèves me disent, madame, c'est passionnant. Et les parents aussi me remercient parce que le soir, j'aurais dit avant de vous endormir, lisez aussi un peu le soir ce livre que vous avez choisi. Et au fur et à mesure, ils me disent, madame, j'aime bien. Et c'est eux maintenant qui réclament. Et certains m'ont dit, ah madame, j'ai terminé déjà le premier livre, j'entame un second, est-ce que je pourrais présenter à la rentrée le livre que j'ai lu, etc. Donc au fur et à mesure, quand ils vous voient passionné aussi, moi je suis quelqu'un de passionné, je pense que ça se voit, quand ils vous voient passionné, parce que moi je lis aussi en classe, je viens... Je leur dis, par exemple, on est en train d'étudier vendredi ou La vie sauvage de Michel Tournier avec les classes de 5e. Je prends le livre et je leur dis, on va lire tel passage, mais je fais aussi la lecture. J'incarne cette lecture. Je rends la lecture passionnante. Voilà, pas quelque chose de monotone, de plat. De plat, de rébarbatif, etc. Et donc, quand ils voient aussi quelqu'un de passionné, eh ben ça... En fait, c'est le mimétisme encore à cet âge-là qui fonctionne. Moi, j'ai 2 classes de 5e, c'est le mimétisme. Pareil, je me dis que j'entends beaucoup de parents qui disent « Ah oui, mon enfant ne lit pas, etc. » Je dis « Mais vous, est-ce que vous lisez ?» À la maison, voilà. Et oui. Ça, c'est le grand drame, puisqu'aujourd'hui, avec tous les appareils mobiles que l'on connaît, téléphone, tablette, ordinateur, on se plaint souvent que les tout-petits lisent de moins en moins et ont de moins en moins de temps de cerveau disponible. Absolument. Comment faire, justement, pour les tenir concentrés sur un livre où c'est une autre temporalité, justement, ouvrir un livre. Alors, c'est vrai que c'est une autre temporalité. Néanmoins, moi, par exemple, je dis aux parents, fixez un horaire de lecture. Il faut qu'il y ait un rituel. De même que quand il y a des bébés, les tout petits, il y a le rituel du sommeil, il faut qu'il y ait, dans la famille, un rituel de la lecture. On n'a pas besoin d'un temps long.
D'accord? Moi, je dis aux parents, commencez par 5 minutes. Comme je fais en classe, mais je chronomètre. Et ce sont les élèves qui me disent, oh, c'est déjà fini. Parce que si vous commencez par exemple par 1 heure de lecture, non, ça va être trop long. Et les enfants n'auront pas envie. Par contre, il faut qu'il y ait ce rituel, peut-être après le repas. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas non plus manger trop tard. On se dit, on va faire 5 minutes de lecture. Mais il faut que l'enfant voit que dans toute la famille, on va être en train de lire. Il faut que ça devienne un rituel familial. Très bien. Il faut prendre ce temps-là. Et les parents qui jouent le jeu me disent, en effet, mon enfant me réclame des livres. Et même moi, ça m'a permis de me remettre à la lecture. Et il y a d'autres parents qui me disent, et finalement, on en discute. Eh bien, moi, j'ai lu telle chose, voilà ce que ça m'a apporté, etc. Ça a l'air comme ça, mais c'est vrai que ce sont des choses qu'il faut inclure dans notre vie. Et finalement, eh bien, les élèves eux-mêmes me disent, ben, madame, au départ, j'avais mis le soir 5 minutes, comme vous m'aviez dit, mais finalement, je trouve que ça passe tellement vite que finalement, j'ai rajouté encore 5 minutes. Vous voyez, c'est comme ça. Et au fur et à mesure, alors, c'est pas une recette miracle, mais je me dis que ça, vu le retour d'expérience que j'ai déjà, je sais que c'est quelque chose qui fonctionne. Très bien. Et est-ce qu'en tant que professeur, vous êtes de celles et ceux qui disent aussi que les grands lecteurs, ce sont de grands écrivains également? Alors, je ne sais pas si ils sont forcément de grands écrivains, mais il n'y a pas en tout cas de personnes qui se mettent à écrire et qui n'ont pas lu. C'est pas possible, ça. Parce qu'en fait, quand on écrit, notre cerveau écrit des choses qu'il a rencontrées quelque part. Et en fait, souvent les élèves me disent, madame, ça sert à quoi, surtout les adolescents, hein, les secondes, oh, ça sert à quoi la littérature? Je dis, mais la littérature, elle parle de vous, elle parle de nous. La littérature parle des êtres humains que nous sommes. Quel que soit l'endroit de la planète où on se trouve, la littérature parle des êtres humains et des problématiques qui concernent les êtres humains. Donc moi je me dis que pour pouvoir donner ce goût de la lecture, il faut rappeler que c'est juste nous. Alors est-ce que ça donne forcément de grands écrivains ? C'est pas parce qu'on a beaucoup lu qu'on va forcément écrire, mais en tout cas ceux qui sont écrivains ont forcément lu par contre. Très bien. Alors ce goût de la lecture dont vous nous parlez, c'est exactement ce que vous voulez transmettre avec votre émission Préface. Exact. Pourquoi ce titre, Préface? Alors Préface, c'est le terme qui a été, le titre qui a été trouvé par le réalisateur. Moi, j'avais d'autres propositions et quand il m'a proposé préface, j'ai trouvé ça très bien parce qu'effectivement, dans tout livre, il y a une préface. Oui. Cette préface, c'est un avant-goût de ce que l'on va lire et elle est là justement pour susciter l'engouement, le désir de pouvoir lire. Donc, j'ai trouvé que c'était un titre totalement pertinent parce qu'à travers cette émission, j'ai envie de susciter le goût de la lecture, notamment de notre littérature, chez nos téléspectateurs, téléspectatrices et internautes. Très bien. Alors, petit clin d'œil à Mario, justement, parce qu'il a cet art d'accompagner les primo-présentateurs. Et donc, le réalisateur, Bruno. Qui a trouvé ce titre. Absolument. Et j'aime beaucoup le travail que l'on fait, parce qu'effectivement, alors lui, il me dit, mais j'aime bien travailler avec toi, parce que tu es hyper pro. Alors, c'est vrai que je suis un peu scolaire dans ma façon de procéder, mais j'ai besoin de ça. Mon question de méthode. Voilà, j'ai une méthode. Je dis ça souvent aux élèves, on ne peut pas travailler sans méthode. Même si j'ai un côté freestyle, ça fait partie de ma personnalité, mais je leur dis, attention, c'est un freestyle qui est quand maîtrisé. Même écrit, quoi. Ouais. Il y a quand même quelque chose. On ne peut pas toujours se permettre d'arriver là. Je me dis, par respect pour moi, par respect pour les téléspectateurs qui nous regardent, par respect pour la chaîne, je me dis, on se doit de faire quelque chose, comme votre émission, quelque chose qui se tient, quoi, quelque chose... Il y a de l'expertise, pour reprendre un terme qui vous est cher, qu'il y a de l'expertise. Donc effectivement, on a comme ça cette symbiose avec Bruno. Donc il reçoit mon conducteur, il sait quelles sont les images qu'on va devoir projeter, etc. Donc c'est aussi ma manière d'être et j'espère que c'est ce qui transparaît aussi à l'écran. Mais je voudrais effectivement que les téléspectateurs aient envie de lire. Et moi, les retours que j'ai sont encourageants parce que j'ai des gens qui me disent « Eh bien, vous aviez parlé de tel livre, je suis allée l'acheter, mais c'est vraiment passionnant, la manière dont vous faites découvrir un ouvrage. » Parce que j'ai pas voulu faire, comme j'avais dit donc à M. Mouradel, une émission, en Guadeloupe, c'est 41% de taux d'illettrisme. D'accord ? 41% de taux d'illettrisme. Ça veut donc dire que si jamais, parce que des gens m'ont dit « Ouais, on s'attendait à ce que tu fasses une émission un peu comme la Grande Librairie. » Oui. J'aime beaucoup la Grande Librairie.
J'ai fait des études de lettres, je suis professeure certifiée, donc oui, je peux parfaitement comprendre, je me reconnais dans cette émission. Moi, ce n'est pas le parti pris que j'ai choisi. J'ai choisi de faire une émission qui puisse s'adresser à tout le monde et qui puisse donner l'envie à tout citoyen, à tous mes compatriotes guadeloupéens et ailleurs, d'acheter un livre et de ne pas sentir que le livre c'est quelque chose d'inaccessible, que c'est une élite intellectuelle et que ça n'est réservé qu'à quelques élus, on va dire. Non, je veux justement que la littérature, qu'on se l'approprie. Ce n'est pas quelque chose qui est fait pour des initiés, c'est quelque chose qui est fait pour tout le monde. La littérature, c'est un rêve, c'est un voyage, c'est accessible à tous. C'est vrai qu'il y a eu un moment de bascule, je ne saurais dire quand exactement, où on a eu l'impression, même à un niveau scolaire, que la littérature est devenue quelque chose de très ésotérique. Oui, une chasse gardée. Une chasse gardée, et alors que ça a été quelque chose de très populaire pendant très longtemps. Qu'est-ce qui explique ce changement de paradigme, à votre avis? Alors, je pense que pendant longtemps, on est quand même issu d'un système français, ne l'oublions pas. Donc, dans le système français, les belles lettres, la littérature a toujours été réservée à la classe de la grande bourgeoisie ou alors aux nobles. Au départ, par exemple, tous les auteurs qu'on nous fait étudier, pour la plupart, ils appartenaient effectivement à la noblesse. Il n'y avait pas des gens, donc, c'était pas la paysannerie qui écrivait ni au XVIe ni au XVIIe. Alors, le siècle le plus riche, ça va être le XIXe siècle, où effectivement il y a toutes sortes d'auteurs, d'écrivains, mais n'empêche que ça restait quand même des gens qui avaient eu à domicile des précepteurs, qui étaient quand même dans un certain environnement. Et je crois que l'école, malgré tout, inconsciemment peut-être, j'en sais rien, a continué avec cet aspect-là. Et donc, du coup, ça a donné aussi ce grand décrochage. Parce qu'en fait, on sait aujourd'hui comment le système fonctionne, il n'y a pas de redoublement, ou du moins, on n'a pas su penser à un redoublement par matière. Parce que, par exemple, quand un élève a des difficultés en maths et en français, le fait de lui faire repasser toutes les autres matières, c'est lourd. Et donc, on a donné donc, à la littérature ce petit côté, en France en tout cas, les gens bien, ce sont des gens qui lisent. Et donc, ça va être encore réservé, non pas à la classe dite populaire, non pas aux gens qui sont donc dans le milieu ouvrier, mais toujours à cette classe d'élite. Et donc, l'école s'est fait, malgré elle, le reflet de cela. Mais aujourd'hui, les choses sont en train de changer, parce qu'il y a aussi des professeurs très engagés. Moi, je vais prendre mon expérience. Ma première inspection, j'ai été interrogée, je faisais étudier à ce moment-là Pluie et vent sur tes lumières miracles. De Simone Schwarzbart. L'inspectrice vient me voir en mai, parce qu'elle est originale, en mai de l'année. Et je suis en train de faire étudier cette œuvre. Et elle me dit, excusez-moi, mais Madame Schwarzbart n'est pas canonisée. J'ai dit, oui, mais vous savez que vous avez pu voir que tous les élèves ont lu. Parce qu'il n'y avait pas la collection profil pour Pluie et vent sur tes lumières miracles. Donc ça veut dire que les enfants étaient obligés d'avoir lu le livre. 3 ans plus tard, je suis inspectée, moi Tituba, sorcière de Salem. Elle me dit, mais vous faites exprès? Encore de la littérature antillaise et encore des auteurs guadeloupéennes. Alors je lui dis, mais peut-être que vous n'avez pas lu ma fiche, mais je suis guadeloupéenne. Ouais. Ce n'est pas un choix. J'ai dit, regardez, j'ai fait aussi étudier Chronique des 7 misères de Patrick Chamoiseau. Mais elle me dit, mais pourquoi comme ça cette littérature? J'ai dit parce que si on veut amener les enfants à lire, elle me dit oui, vous auriez pu commencer par Phèdre de Racine. J'ai dit Phèdre de Racine, 17e Alors là, siècle. la question de la représentativité et de la mise en connexion, elle est en plein dedans. Comment entrer en connexion avec une littérature lointaine, déconnectée, et effectivement là, faire lire du Schwarzbart, du Marie Scondé, là on se reconnaît, on peut s'identifier à des personnages. On peut s'identifier, et les élèves finalement, même ceux qui au départ avaient dit oh non, moi j'aime pas lire, me disent mais madame, c'est passionnant. Oui. Ça parle à notre imaginaire aussi. Ça parle à notre imaginaire, et moi à travers l'émission je leur montre aussi, parce que j'ai des élèves qui suivent beaucoup l'émission, qui me disent mais madame, on savait pas qu'il y avait autant d'auteurs vivants, parce que oui, malheureusement on leur fait étudier beaucoup d'auteurs super morts depuis très très longtemps. Ouais. Donc là quand ils voient donc cette littérature, et puis je fais venir aussi des auteurs en cours
quand ils voient un auteur qui existe vraiment, ça change. Ça change beaucoup de Ben oui, choses, ça sur la change. façon de s'approprier la Exact, lecture. et ils arrivent à s'identifier. Quand bon, il y a des gens comme Gisèle Pinault, il y a des gens comme Corinne Dossa, qui est la marraine de cette émission, qui se déplacent. En Martinique, j'avais fait venir Patrick Chamoiseau dans mes cours, et eux-mêmes, ils sont ravis de rencontrer les élèves et de leur communiquer leur passion. Par exemple, j'ai une élève qui vient de sortir son premier roman. Ah, excellent. Oui. Elle a quel âge? Elle a 17 ans. Je l'ai eue en seconde il y a 2 ans. Et l'année dernière, elle me montre, elle me dit, madame, je ne sais pas, mais je vais vous montrer quelque chose. Mais je lui dis, mais c'est magnifique, il faut que tu publies. Elle me dit, mais non, ça c'est un truc comme ça. Je lui dis, je t'assure. Et je l'ai accompagnée dans tout son cursus. Oui. Et là, son ouvrage est sorti. Alors du coup, comment s'appelle cet ouvrage et quelle est cette jeune auteure? Alors, elle s'appelle Marianne Char et ça s'appelle Les Cœurs des Corbeaux. Très La bien. première de couverture est magnifique. Et voilà, elle a publié aux éditions Jet d'encre, 17 ans. Très bien, en tout cas, on ira découvrir ça avec plaisir. La conversation est fort intéressante et on a déjà un petit signe qu'il va falloir raccourcir. Mais j'aimerais quand même vous demander comment justement cette façon de faire découvrir la littérature antillaise, qui, doit-on le dire, demeure de facto absolument. une littérature française, Absolument. malgré tout, malgré les dires de votre inspectrice. Absolument, exact. Comment justement cette émission a pu également changer quelque part votre façon de faire cours et la façon de vos élèves aussi d'aborder, d'entrer en connexion avec la littérature? Est-ce que ça a changé quelque chose? Alors, moi, je suis dans la continuité de ce que j'ai toujours fait, mais eux, les élèves, ils sont ravis d'avoir une prof qui est à la fois auteur et qui présente une émission. Ils ont le sentiment, comme ils m'ont dit, madame, vous êtes totalement légitime. C'était vraiment à vous de faire ça parce que déjà en cours, vu la manière dont vous nous présentez les choses, eh bien, on retrouve cette personne et du coup, eh bien, d'après ce qu'ils disent, hein, je ne fais que citer leurs mots, ils sont très fiers et peut-être aussi un peu pour me faire plaisir, mais bon, en tout cas, ils vont davantage encore vers cette littérature. C'est intéressant ça. Oui, donc moi ça me fait plaisir parce que je me dis, je leur dis toujours, moi je suis juste un canal de transmission, c'est pas moi, mais si au moins quand les parents me disent, ben non, on a vu que vous aviez parlé de telle chose, on a acheté le livre et tout, donc je me dis que moi je suis dans la continuité de ce que j'ai toujours fait, simplement aujourd'hui je passe à la télé, quoi. Très bien. C'est tout. Alors, avant-dernière question, est-ce que l'économie du livre et le dynamisme littéraire en Guadeloupe et dans la Caraïbe sont suffisamment puissants et foisonnants pour pouvoir vous donner matière à présenter une émission aussi régulièrement, ou est-ce que vous êtes obligé d'aller voir ailleurs à chaque fois? Non, moi je pense qu'en Guadeloupe notamment, et je vais bientôt recevoir une auteure martiniquaise, en Guadeloupe il se passe beaucoup de choses du point de vue de la littérature. On a beaucoup d'auteurs. Je veux dire que je pense que j'ai encore des rendez-vous pour presque 2 ans encore. Wow. De personnes qui m'écrivent, qui me disent Madame Tarrer, j'ai écrit un livre, etc. Je lis, hein, je précise que je lis. Parfois, il y a des gens qui me disent oui, mais je vous ai contacté il y a longtemps. Je leur ai dit moi, je prends le temps de lire tous les ouvrages des auteurs que j'ai reçus jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas une assistante qui fait des fiches derrière. Non, l'assistante, c'est encore moi. Donc voilà. Très bien. Alors, dernière question, Laure Tarrer, quels seraient vos coups de cœur du moment? Est-ce que vous avez des recommandations pour les téléspectateurs aujourd'hui? Alors, moi, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Fola Gadel, Steve Gadel. Cahier d'un retour à moi-même. J'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup son écriture. Il y a une jeune femme qui a écrit un livre que je vais recevoir bientôt, La chauve-souris. Elle parle de son problème d'alopécie. Oui. Ça aussi, je recommanderais. Et puis, un clin d'œil à une autrice aussi que j'ai reçue, Patricia Triplet, pour son recueil poétique Résilience Cho, mais qu'elle a mis aussi en voix sur la plateforme Une voix, une histoire de Manixia Titeka, excellent que vous avez d'ailleurs, reçu récemment. Oui. Et qui est aussi... Alors, ce qui est très bien avec cet ouvrage, c'est que c'est un combo littéraire. Oui. Il y a toutes sortes de voix de Guadeloupe, Martinique, Guyane qui se sont réunies sur cet ouvrage et qui déclament des textes. Excellent. Donc voilà, ce seraient mes coups de cœur.
Très bien. Et puis nous, notre coup de cœur, c'est votre ouvrage. J'aimerais bien que vous puissiez le montrer face caméra, voilà. Absolument. Les poèmes Donc, de l'or les poèmes de et l'or autres récits. Et autres récits Voilà. au bord de l'âme. Et préfacé par Ernest Pépin. Ernest Pépin. Rien que ça. En tout cas, j'ai vu autour de la table, mesdames les chroniqueuses qui écoutaient religieusement, et j'ai vu Joël prendre beaucoup de notes. Oui, c'est un vrai bonheur d'entendre Madame Tarrer parler avec autant de passion de son métier. C'est vrai qu'on a de très belles rencontres avec les élèves. Moi, je me souviens, quand j'étais à Paris, j'avais des adolescents comme élèves, des élèves en SEGPA, donc en difficulté scolaire. Et c'est extraordinaire lorsque les rencontres comme celle-ci se font, parfois ça n'arrive pas, mais lorsqu'elles se font, de voir d'où partent ces élèves et où ils arrivent. Je suis encore en contact avec certains de ces élèves. Je pense à Bilali, un élève du 19e, conditions très modestes. Pour lui, l'école ne servait à rien. Et lui redonner cette confiance en lui, lui dire que quel que soit le métier que tu choisis, vise l'excellence. Là, tu es dans le service, tu es en cuisine, vise l'excellence. Dernièrement, je lui ai parlé de Maurice Sacco et il me fait « Madame, vous êtes mon meilleur professeur de tous les temps. » Je dis « Arrête tes bêtises. » Parce que vous avez réussi à me donner confiance en moi et vous me donner des modèles. Alors, c'est avec ses mots à lui, mais le fait de voir qu'un chef comme Maurice Sacco est étoilé, passe à la télévision, il se dit ben, ça peut être moi demain. Moi aussi, je peux arriver à ça. Et c'est notre rôle, ça, de transmission. Leur donner ces modèles, leur donner confiance en eux, leur donner envie d'avancer. Et je suis très heureuse que vous ayez fait ce témoignage ce soir. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Alors, Maëlle, on est dans la transmission, vous en faites beaucoup à IRESA et de façon générale aussi. C'est important pour vous une émission comme celle de Laure Tarrer et puis surtout à travers la littérature, la question des modèles aussi, elle est persistante. Alors, bien entendu, puisque en tant que formatrice professionnelle pour adultes, je me suis reconnue parfaitement dans ces mots. J'ai eu également à accompagner des jeunes de Sergent Bosco, donc aussi très reculés du monde professionnel et encore plus des niveaux standards qu'on attend d'eux. Et il fallait effectivement les remobiliser. Donc moi, par mon attrait du milieu sportif, je ramenais toujours des touches très décalées pour pouvoir faire passer mon enseignement. Même lorsqu'on parlait de communication, même lorsqu'on parlait de gestion de projet, je ramenais du sport un petit peu de manière à ce qu'il s'imprègne autrement en fait des matières que je dispensais. Et il y a de très beaux résultats en effet parce que il faut aimer les gens. Et il se trouve que j'aime les gens ou en tout cas je fais de mon mieux pour accueillir avec beaucoup de bienveillance les personnes que j'accompagne et que je forme. Et je pense que c'est la clé. Laure a tout dit, Joël aussi, elle a tout dit. Nous sommes dans le milieu de la transmission, de la formation et tout dépend de l'énergie que nous mettons pour avoir les résultats concluants. Très bien. Alors Cindy Bajazet, vous parlez souvent d'expertise, de formation. Là aussi, on est en plein dedans sur un sujet comme la littérature, une émission littéraire. On voit aussi que cette expertise, elle est essentielle. Peut-être que vous allez nous faire découvrir bientôt des entrepreneurs dans le milieu littéraire. Oui, j'y pense. J'en connais personnellement, dont monsieur Ernest Pépin, qui est un ami de ma famille. Ici, je veux parler de passion. Je suis tellement heureuse d'avoir à mes côtés Laure, puisqu'on se suit sur les réseaux, on ne se connaît pas. Et puis, elle parle de façon passionnée, comme mon père, qui était également dans l'éducation nationale et qui transmettait son savoir-faire et qui estimait effectivement qu'il n'y avait pas de ce métier et qui a poussé beaucoup d'élèves à devenir ceux qu'ils sont aujourd'hui. Elle me fait également penser à mon professeur, Madame Fletcher, que j'avais au lycée de Sainte-Rose et qui n'est plus aujourd'hui, qui m'a donné cette passion, cette envie d'embrasser cette carrière littéraire, puisque j'ai un bac littéraire. Et franchement, quand elle parlait, là, j'étais subjuguée. Parce qu'on fait toutes des choses de façon passionnée, mais elle le disait tout à l'heure avant l'émission, cette transmission, cette passion, cette envie de donner, tout en étant formée. Absolument, exact.
Très bien. Bon, en tout cas, j'ai senti l'émotion chez vous, Oui. Cindy. Et, je ne peux pas conclure cette émission sans envoyer une petite dédicace justement à des professeurs Exactement. que j'ai eus au lycée Thierry Maximin, super professeur de philosophie, et Madame Angèle Pernel, qui a été ma professeure de lettres au lycée de Providence. Elle a su nous transmettre le goût des belles lettres, ainsi que Madame Zaman. Vraiment, merci encore à vous qui participez à faire de nous ce que nous sommes et à transmettre aussi de belles passions comme ça. Merci encore, Laure Tarrer, d'avoir été notre invitée. À chacune de vous. Très heureuse d'être là, vraiment. Plaisir partagé. Chers téléspectateurs, on se retrouve pour la seconde partie tout à l'heure après une page de publicité. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous allons retrouver nos chroniqueuses et leurs sujets. Rebonsoir Maëlle Félix-Henry. De quoi allons-nous discuter avec vous ce soir ? Bonsoir Hadsel. Alors ce soir, nous allons à la rencontre de Manuel Pierre, qui est passionné par l'agriculture et donc il a su mélanger cette passion avec le numérique. Très bien, donc agriculture connectée à suivre, passionnant. Joël Badralour, bonsoir. Vous nous avez emmené une surprise sur le plateau aujourd'hui. Tout à fait. Alors, Pâques approche. En Guadeloupe, qui dit Pâques dit crabe, et qui dit crabe, pour moi, dit Claude Strazel, parce qu'il fait, à mon sens, le meilleur crabe farci de Guadeloupe. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de l'avoir en plateau pour qu'il nous donne des petits conseils pour bien préparer nos plats ces jours prochains. Très bien, hâte de découvrir ça, de quoi nous mettre les papilles en éveil comme d'habitude. Cindy, bonsoir. Bonsoir Axel, rebonsoir Axel. Alors, une Cindy peut en cacher une autre apparemment. Exactement. Alors je suis fan d'esthétique, je suis fan de mode, je pense que tout le monde l'a remarqué. Alors aujourd'hui, ce soir, mon étoile en fait, je vais vous la faire découvrir, elle s'appelle Cindy Gallas. Cindy Gallas, elle est styliste modéliste et créatrice de la marque Marie-Carmen. Elle a habillé des personnalités comme Corinne Comment et elle va tout simplement nous parler de son univers et nous relater son expérience. Excellent, très belle découverte. Alors, on découvre Cindy Gallas, créatrice de la marque Marie-Carmen, dans un reportage de Marius Mathieu. Je suis Cindy Gallas, guadeloupéenne, mère de 2 enfants. Je suis créatrice de la marque Marie-Carmen. J'ai fait mes études en Guadeloupe. Je me suis perfectionnée en BEP jusqu'au bac pro. Après ces 4 années d'études, je me suis après formée en métropole dans l'Hexagone, et où je me suis encore et encore formée dans le domaine. Le métier de la mode, surtout styliste modéliste, ça comprend le dessin, les tendances, tout ce qui est croquis, tissu, que la styliste, elle, met au point avec nous. Et la modéliste met en vie le patronage de la styliste. Il faut déjà avoir fait les études dans le milieu de la mode pour avoir la technique du modélisme. On n'est pas modéliste comme ça, faut vraiment se perfectionner dedans. Styliste, on peut avoir les idées, mais la styliste aussi, ça permet aussi d'avoir cet avis de tendance, de nouvelles tendances. Ce qui m'a guidée, c'est depuis mon enfance. Depuis mon enfance, et ma mère, que je voyais s'apprêter, d'où le nom Marie-Carmen, c'est son nom que j'ai marqué. Et c'est mon inspiration et j'ai toujours aimé ce côté coquette. Je regarde un peu de tout. Je suis dans les magazines, dans les salons, je fais les expositions, je m'inspire un peu partout. Ce que je veux, je veux que la femme, par rapport à mes produits, se reflète un côté féminin, sensuel et en confiance surtout. Et au niveau de définition de mes produits, vraiment le point que je veux mettre dessus, c'est la finition impeccable. Il faut être passionné, il faut aimer toujours chercher, fouiller, observer surtout et faire son apprentissage dedans. La passion, la persévérance, le goût et l'envie de toujours chercher et se donner
apprendre. C'est parce qu'on ne finit jamais d'apprendre dans ce métier et je ne finis pas d'apprendre malgré mes 20 années d'expérience auprès de grandes enseignes et je ne finis pas d'apprendre parce que ça se développe au fur et à mesure la mode et on a envie de créer, mais on ne peut pas tout faire d'un coup. Mais c'est vraiment persévérance et passion. Alors, ce qui va me différencier, je pense, c'est le style, le tombé, parce que je fais vraiment en sorte que mes produits il y a un minimum de retouches et qu'il y ait un aplomb et une élégance. Il faut vraiment que la personne, quand elle achète, elle se sente élégante et confiante. Le monde de la mode, c'est très divers. Il y a de tout. Mon impression, c'est qu'on a tous des idées. Après, c'est bon pour tout le monde. Hein. On a chacun son style mais c'est une très belle évolution, même si c'est très, très compliqué pendant la période de Covid. Alors, mon avenir, comme je suis rentrée il y a 9 mois sur la Guadeloupe, je me suis installée, je suis en train de mettre en place un showroom privé où je vais présenter sur les réseaux sociaux bientôt. On peut me contacter via les réseaux, sur Instagram, mariecarmen.paris ou sur Facebook. Voilà, où on peut m'envoyer des messages par mail, etc. Superbe découverte que ce profil, Cindy. Alors c'est vrai que je n'imaginais pas du tout, je dois vous le dire, que c'était quelqu'un de chez nous puisque je l'ai découverte sur les réseaux sociaux et je pensais que c'était une créatrice européenne qui aimait bien un petit peu le côté caribéen, mais je suis ravie de voir que c'est une Guadeloupéenne. Mon incident, Cindy Gallas, c'est une personne, c'est une femme qui est une Guadeloupéenne, jeune Guadeloupéenne, elle est née en Guadeloupe et elle est depuis quelques temps, il n'y a pas longtemps qu'elle est revenue en Guadeloupe et aujourd'hui elle va s'installer, elle va proposer de belles choses. Je suis vraiment contente d'avoir mis en lumière cette femme, comme toutes les personnes que je mets en lumière. Et comme on a pu le constater, c'est une personne formée et experte dans son domaine. On ne cessera jamais de le redire ici. Pas de camp clos. Les gens qui sont formés. Axel, je ne suis pas dans vos affaires. On va encore nous aider. Non, mais c'est vrai, on le dit tout le temps dans cette émission. Des gens qui sont formés, des experts, pas des personnes qui sont en mode choker. Voilà, donc ça, c'est très, très important, le professionnalisme. Elle a appuyé sur ça, en fait. Oui. Il faut... on a peut-être une patte, on a peut-être une passion, mais après, il faut se former, il faut aller chercher les certifications, et c'est son cas. Voilà. Tout à fait. Mais ça se voit. Et effectivement, quand elle parle de tomber, il y a cette façon dont ces vêtements habillent avec un rien du tout, l'élégance. Et je suis complètement d'accord avec elle. Je ne sais pas si vous partagez cet avis. Quand on voit une femme porter du Marie-Carmen, on sent que c'est une femme confiante, qui avance, non pas résolue. Tout à fait. Ouais. Donc, on espère bien, un de ces jours, porter un peu plus de Marie-Carmen sur ce plateau. Un petit appel, Cindy Gallas. Voilà, un petit appel du pied. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette belle découverte, Cindy. Alors Joël, je me tourne vers vous parce que là, tout le monde attend les conseils du chef Strazel et à savoir comment justement cuisiner le crabe pour Pâques. Oui, ça me semble intéressant de l'inviter sur le plateau, une petite première pour Pâques, parce que on a souvent des petites questions qu'on se pose pour les plats traditionnels comme cela, sans savoir forcément vers qui se tourner, si on n'a plus nos grands-parents tout près. Donc je me suis dit, un chef, un expert en plateau, voilà, ce serait intéressant. Chef Strazel, bonsoir. Bonsoir. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous étiez membre du jury du challenge Saveurs d'Outre-mer autour des plats de notre terroir la semaine dernière. Quel est votre plat à base de crabe favori? Eh bien, c'est le crabe farci. Oui, je me doute. Maîtrisé à la perfection. On a eu l'occasion d'y goûter à la table Saint-Charles avec Claude Strazel. Mes parents l'adorent. Est-ce que vous auriez des conseils, alors je sais que vous ne dévoilez pas votre recette, mais pour réussir un bon crabe farci?
Il n'y a pas de secret. En fait, crabe farci égale crabe. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on trouve de plus en plus d'autres choses que du crabe dans le crabe. D'accord. Donc moi, je mets du crabe avant tout. Ceci explique cela. Voilà. J'ai une question. Petite, moi je me souviens que... Alors mon père achetait des crabes à Morne-à-l'Eau. Ils aiment à Trois-Rivières, donc chez ma grand-mère. Et mes oncles, mes tantes, ils nourrissaient les crabes avec du piment, des mangues. Ils mettaient aussi ce que ma grand-mère appelle curage, les feuilles, pour que les crabes puissent un petit peu se purifier pendant quelques jours. Est-ce que ce qu'on donne à manger aux crabes, ça influe sur leur goût? Est-ce que vous pensez que ça a une vraie incidence? Alors, dans ce domaine précis, je ne suis pas l'expert qu'il faut. Par contre, effectivement, en tant que Mornalien, en tout cas fils de Mornalien, épouse d'une Mornalienne, j'ai tout un staff Mornalien autour de moi. Et en fait, oui, ça influe. D'accord. Beaucoup même. Je sais que chacun a sa méthode. Oui. Maintenant, j'ai tellement été entouré de ces gens, de ces experts, qu'en fait, je n'ai même pas eu besoin de m'en occuper moi-même. D'accord. On m'a toujours amené des crabes qui étaient déjà prêts, qui étaient déjà, comme on dit, égouttés. Ok. Du coup, moi, il s'agit pour moi de le cuisiner. Donc, en fait, effectivement, je confirme, ça influe sur le goût. D'accord. Et ça permet de... comment dirais-je, de faire ressortir que le goût du crabe et non pas le goût de la mangrove où ça se trouvait. D'accord. Ben, comme quoi, hein, les grands-parents ont vraiment les bonnes astuces. Donc, on s'adresse ce soir aux téléspectateurs qui s'apprêtent à cuisiner pour leur famille, pour leurs amis. Si vous aviez 3 conseils pour bien cuisiner le crabe, lesquels seraient-ils? Alors, moi, je vais vous décevoir, je ne mange pas le crabe. C'est extraordinaire. C'est terrible, hein? C'est un produit que je travaille et ça devient de plus en plus confidentiel, quoi qu'on en pense. Et donc, qui dit confidentiel dit onéreux. D'accord. Et on peut considérer, enfin pour ma part, c'est le produit le plus onéreux actuellement sur la place. Donc, les conseils, en fait, il n'y en a pas tant que ça, parce que dans les restaurants comme les miens, ce genre de plats, on les réserve à des initiés. D'accord. Ce n'est pas des plats que je peux mettre à la carte facilement parce qu'il y a tout un travail en amont. Et compte tenu du fait que nous, on travaille beaucoup à la carte, donc c'est souvent des plats sur réservation ou alors dans des conditions de, j'aime pas dire revisite, mais dans d'autres conditions où il s'agit pour moi de travailler le produit avec sa saveur, mais pas spécialement avec tout ce qu'on connaît comme manipulation autour de la table. D'accord. Voilà, parce que le crabe, ça reste un produit à manipuler de façon conviviale. On en met souvent les mains. Dans les tables comme les nôtres, c'est compliqué. Il faut trouver des astuces pour que le client ne se mette pas partout. C'est une excellente idée. Parce que moi, j'adore le crabe, mais ça me saoule de devoir sucer la sauce là dans les pâtes et tout. J'aime pas trop ça. Donc, je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. Je comprends. Une dernière question. Alors, on a la chance d'être regardé partout dans le monde grâce à la diffusion Facebook Live. J'ai des amis qui sont aux 4 coins du monde et qui vont venir, pour certains à Pâques. Quels sont les plats que vous leur recommanderiez de goûter pour Pâques? On sait qu'il y a le matété, on sait que... Voilà. Quels sont les plats que vous leur recommanderiez de goûter? Alors, encore une fois, la tradition a toute sa place dans cette dimension pascale. Ce sont des plats qu'on ne revisite jamais. Donc en fait, dans ces moments-là, on se contente de reproduire les recettes ancestrales. Oui. Et il ne s'agit pas de revisiter le crabe. Maintenant, le client qui viendra chez moi, il va trouver du crabe sous une autre forme, ou chez d'autres collègues. Hein. Mais pour tout ce qui concerne la tradition, on a les dombrés crabes, on a le matété, on a des colombos de crabe, enfin on a toutes les recettes qu'on connaît. Oui. Mais ça ne se revisite pas, ce genre de recettes. Donc ce sont des recettes au contraire qu'on essaie de sauvegarder dans le patrimoine. Et il y a plein d'événements autour du crabe qui vont se produire la semaine prochaine. Tout à fait. Donc chacun va trouver son plaisir. Voilà. Maintenant, ceux qui viendront chez moi vont trouver du crabe farci. Et c'est sûr que c'est l'une des seules recettes signature que j'ai d'ailleurs, que je ne veux pas modifier. C'est très compliqué parce que la chair de crabe, nous avons tous commencé, c'est difficile à obtenir. Maintenant, les professionnels comme nous avons des astuces qui permettent de gérer ce produit à l'année. Voilà, donc je ne peux pas trop dévoiler la méthodologie. Maintenant, ce que je peux dire aux gens, c'est que nous mettons beaucoup de crabe dans le crabe et c'est ce qui fait la particularité de notre crabe. Et le reste, c'est un tour de mer.
Bon, on l'aura bien compris, la différence, c'est vraiment c'est le produit, quoi. Arrêtez d'ajouter tout un tas de choses à côté pour économiser. Mais pour conserver voilà, le vrai goût, c'est le produit. Donc il n'y a pas de secret, le chef nous l'a dit ce soir. Si je peux rajouter quelque chose, Bien sûr. fait, il y a dans l'année, c'est la période qui arrive, c'est la seule période où ma recette est modifiable. Parce qu'en fait, on est en pleine période du crabe. Oui. Et nous savons tous l'importance de ce qu'on appelle le tourmalet. Et donc, du coup, c'est la période de récolte du tourmalet qui va faire toute la différence sur le reste de l'année. D'accord. Voilà en gros ce que je peux dire à mes clients. Oui. Mais le tourmalet est très important et c'est ce qui donne la force du crabe tout le reste de l'année. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, le tourmalet, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est ce que ma belle-mère appelle la graisse du crabe. Oui. En français, on dit le corail. Dans le monde des chefs de cuisine, ça existe dans la langouste, ça existe dans tous les fruits de mer quasiment, dans tous les mollusques en tout cas. Donc c'est l'essence même du produit. Et la plupart des cuisiniers gastronomiques utilisent d'abord cette saveur première pour donner le goût originel du produit. D'accord. Donc c'est cette partie qu'on peut considérer qui donnera le goût, la force du crabe, elle vient de là. Je confirme, hein, parce que j'ai le chef papa à la maison, le Oui. chef papa Colangean. Et à Pâques, ça fait toute la différence. Je ne donne pas non plus les secrets de recettes de famille, mais je peux vous dire que lundi, on sera sous le manguier à la maison à déguster la bonne recette du chef papa. Et ce fameux tourmalin prend une place toute particulière. Mais en tout cas, merci beaucoup, chef Strazel, Joël également, pour ces précisions. Et on notera particulièrement qu'on ne change pas ces recettes tout à fait authentiques, qu'il y a des choses qu'on ne revisite pas. Malgré toute la maestria que vous pouvez avoir en tant que chef, il y a des choses auxquelles vous tenez particulièrement. En fait, personnellement, j'y tiens, mais je rebondis sur le challenge auquel j'ai participé. C'était ça qu'on voulait mettre en avant. Donc, du coup, effectivement, pour ma part, il y a des plats qu'on ne revisite pas et qui ne sont pas revisitables. Très bien. Le mot est passé. Le mot est passé. Merci beaucoup, chef. Alors, je me tourne maintenant vers Maëlle. On va recevoir votre invité qui sera par Skype, en duplex avec nous. Présentez-nous votre invité. De quoi s'agit-il exactement comme concept ? Alors, il s'agit de EJT, Éco-Jardinier Tropical, qui est en fait une plateforme de formation dans le domaine du jardin, de l'agriculture plus précisément, pour les particuliers. Et cette plateforme est totalement digitale. Très bien. Alors, nous allons appeler votre invité, Manuel Pierre. Bonsoir Manuel, vous êtes avec nous sur le plateau des experts au féminin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Je vais vous passer Maëlle qui nous gratifiera de cette interview avec vous. Bonsoir Manuel. Bonsoir Maëlle. Alors, donc, je viens de te présenter aux téléspectateurs en parlant du concept éco-jardinier tropical. Effectivement, ce concept que tu as lancé depuis quelques années est disponible en ligne, mais est-ce que tu peux nous dire exactement ce qui est présenté sur EJT ? Alors, EJT, c'est une formation, comme tu l'as dit, qui est 100% en ligne afin que tout le monde puisse la suivre de n'importe où, d'où qu'il soit, à partir du moment où il a une connexion Internet. Et dans cette formation, on donne vraiment toutes les clés pour pouvoir mettre son jardin en place de A à Z, mais surtout sans produits chimiques, afin qu'il soit abondant. Alors, on porte l'accent aussi à toutes les méthodes qui nous permettent de réduire nos efforts dans le jardin, puisque le jardin, c'est quand même une activité assez physique. Donc, on a essayé de mettre en place des méthodes qui permettent vraiment que ce soit une activité intéressante pour tout un chacun, tous ceux qui veulent se nourrir sainement, qui veulent aussi avoir cette fierté de pouvoir produire soi-même, puisque c'est quand même assez gratifiant de voir ces plantes pousser quand on a mis une graine en terre et qu'elle pousse et qu'elle porte. Voilà, donc on donne vraiment toutes les clés de A à Z, depuis l'observation
de son jardin, puisque chacun a une situation qui va être différente en fonction d'où qu'il est, en fonction de son écologie, etc., jusqu'à la récolte, en passant par un travail écologique du sol qui va respecter du coup l'environnement dans lequel on se trouve. Donc c'est une formation très complète qu'on a voulu aussi très ludique, donc on l'a fait sous format vidéo pour ne pas qu'elle soit trop rébarbative avec beaucoup de texte, etc. Il y a du texte pour ceux qui aiment lire aussi un petit peu, mais c'est vraiment sous format vidéo qu'on a voulu la faire pour que tout un chacun puisse juste avoir à regarder et puis apprendre de cette formation. On a aussi pensé, bien entendu, à faire des exercices théoriques pour voir si les connaissances avaient été bien assimilées, histoire que vraiment ça soit une formation de qualité, mais également des exercices pratiques que nous demandons à nos apprenants de réaliser dans leur jardin. Alors après, c'est à eux de, bien entendu, mettre en place ce qu'ils souhaitent mettre en place, mais quand même, on leur demande de vérifier, par exemple, s'ils savent faire un semis par rapport à ce qu'on leur a expliqué de comment se fait un semis ou comment on fait une bouture ou une planche permanente ou des choses comme ça. Donc voilà. Au niveau de la formation, vraiment, on a voulu que ce soit une formation ultra complète. Donc, on y a rajouté, en plus de ces vidéos, en plus de ces exercices qui sont déjà suffisants en soi pour apprendre à mettre en place son jardin, on a pensé à offrir aussi énormément de bonus. Il faut savoir qu'en 2017, nous avons rédigé, alors je dis nous parce que je travaille avec ma mère, c'est vraiment une entreprise familiale, c'est un projet familial, c'est elle au départ qui m'a donné cette envie de m'adresser au grand public, puisque ma mère, elle est ingénieure agronome, elle a travaillé plus de 30 ans à l'INRA et puis ensuite elle a monté aussi son entreprise de son côté où elle s'adressait plus aux agriculteurs. Et elle s'adressait vraiment aux agriculteurs et moi j'ai eu envie de m'adresser au grand public. Donc on a fait un travail conjoint. Elle a énormément d'expérience, elle a plus de 40 ans d'expérience dans le domaine. Moi j'ai aussi ma petite expérience que je me forge au fur et à mesure, mais surtout j'en ai beaucoup appris d'elle. Et donc on a vraiment voulu offrir beaucoup de bonus et notamment un livre PDF que nous avons rédigé en 2017 qui s'appelle « Maintenir et accroître la fertilité des sols » et qui donne vraiment toutes les clés pour pouvoir travailler son sol de manière la plus écologique possible et la plus efficace possible. Donc, très bien. Alors, merci pour cette magnifique présentation. Alors, j'ai une question pour vous, justement, puisque effectivement, vous êtes un jeune entrepreneur. Nous savons souvent que les entrepreneurs se tournent dans les milieux de la tech, dans les milieux un peu branchés dans l'air du temps, finalement. Donc, pourquoi vous avez choisi, malgré votre très jeune âge, de vous lancer dans l'agriculture et d'avoir cette mission que de former des particuliers? Pourquoi ce choix? Alors, déjà, c'est vrai que j'ai baigné un petit peu dans l'agriculture des petits, puisque mes parents sont dans le domaine agricole tous les deux. Ils sont tous les deux ingénieurs agronomes. Mais surtout, comme vous l'avez dit, c'est vraiment une mission. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, pour moi, il était nécessaire de revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est comment se nourrir, comment se loger. Voilà, ce sont les secteurs primaires et secondaires. Moi, il faut savoir qu'à la base, je suis commercial. Donc, pendant toute ma carrière jusque-là, j'avais travaillé en tant que commercial à vendre des produits de marques nationales parfois, etc., etc. Et à un moment, j'ai senti vraiment le besoin de revenir à la terre, en fait, qui est un fondamental. Et on se rend compte qu'il y a une véritable demande aussi au niveau, chez nous, en tout cas en Guadeloupe, mais pas que, puisque nous touchons, on a vraiment fait en ligne pour pouvoir toucher d'autres communautés en Guyane, en Martinique, à La Réunion, en fait, tout ce qui est zone tropicale. Il y a une vraie demande liée, je pense, aux problèmes que nous avons sous nos latitudes, notamment à cause de la chlordécone. On n'est pas forcément très rassuré de ce qu'on peut consommer dans le commerce. Il y a aussi une question économique qui se pose, je crois, chez beaucoup de foyers, puisque les fruits et légumes ont des prix qui varient. Alors quand on peut nous-mêmes produire nos fruits et légumes, ça devient intéressant économiquement également.
on parle beaucoup ces temps-ci d'autonomie alimentaire. Donc, c'est toutes ces questions qui me traversaient l'esprit déjà depuis très longtemps, depuis quand je faisais mes études, et auxquelles j'ai voulu apporter une réponse en proposant cette formation-là, en proposant voilà, ce que nous faisons chez EJT, donc cette formation, et puis il y en aura d'autres derrière de toute manière. Très bien. Alors, justement, moi qui connais ce concept EJT, j'invite justement tous les téléspectateurs qui ont cette envie de renouer avec la terre et renouer avec notre culture, cette possibilité de se former pour apprendre à maîtriser les différentes techniques, puisqu'effectivement, ça s'apprend. Beaucoup de personnes disent qu'ils n'ont pas la main verte, mais grâce à EJT, il y a possibilité d'acquérir les compétences nécessaires. Donc, pour finir, question traditionnelle, comment on peut donc retrouver les informations nécessaires pour s'inscrire aux formations d'EJT? Alors, plusieurs méthodes pour nous retrouver. On est présent sur Facebook, donc il suffit de taper Éco-Jardinier Tropical. Même dans votre barre Google, vous allez normalement nous retrouver. Sur notre page Facebook, il y a pas mal d'informations déjà pour pouvoir s'inscrire à la formation, mais aussi on donne beaucoup de conseils gratuits à ceux qui nous suivent, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire à la page Éco-Jardinier Tropical. Sinon, je réponds aussi par WhatsApp ou par téléphone, alors du lundi au vendredi par téléphone et puis par WhatsApp dès que je peux, au 06 90 18 30 80. Et n'hésitez pas aussi, il y a un petit lien sur notre page Facebook pour vous inscrire à notre newsletter, où là, vous avez vraiment toute notre actualité, tout ce qui se passe chez EJT. Ça nous arrive de faire notamment des webinaires donc, où vous pouvez les suivre en ligne. La plupart des webinaires sont gratuits. Il y en a aussi qui sont payants en fonction des invités que nous avons, puisque nous avons vraiment créé un réseau. Nous travaillons avec pas mal d'experts dans leur domaine pour vraiment apporter le maximum d'informations précises et pour vous permettre vraiment de mettre en place votre jardin. Et je répondis juste rapidement sur ce que vous disiez, Maëlle. Vous avez tout à fait raison. Beaucoup ont peur de se lancer parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas la main verte. Il faut savoir qu'on a tous perdu des plantes. Tous ceux qui sont dans l'agriculture, le jardinage, on a tous tué des plantes à un moment ou à un autre et on continue d'en tuer. Ce n'est pas une fatalité, ce sont des choses qui s'apprennent à entretenir des plantes et c'est ce que nous vous proposons, c'est d'apprendre à entretenir vos plantes, d'apprendre à vous débarrasser des petites bêtes qui peuvent vous embêter dans le jardin sans utiliser de produits chimiques et en utilisant justement tous les trésors que nous offre la nature. Voilà. Merci beaucoup Manuel, Pierre, d'avoir accepté cette invitation sur le plateau des experts au féminin. Merci à vous et à bientôt. Alors, superbe découverte, Maëlle, dans l'air du temps, d'actualité, surtout avec ce procès autour de l'empoisonnement au chlordécone. On sait tout ce que les produits phytosanitaires peuvent provoquer comme pollution. Donc, avoir de jeunes comme ça qui nous accompagnent pour pouvoir justement se lancer dans le jardinage de façon écologique, tout à fait naturelle, bio, accompagné de sa maman qui est ingénieure agronome, 40 ans d'expérience à l'INRA. Là encore, on revient à ce qu'on aime beaucoup dire ici. Eh bien, quel que soit ce qu'on entreprend, ce dans quoi on se lance, eh bien, on ne peut pas le faire sans un minimum d'expertise. Et j'apprécie beaucoup cette démarche intergénérationnelle, d'ailleurs. Alors, je tiens à préciser, justement, Manuel Pierre, c'est un jeune homme que j'ai eu à contacter au niveau d'IRESA parce que nous avons donc tout un écosystème qui est 100% naturel. Toutes les plantes qui sont à IRESA sont naturelles. Artificielles, j'y tenais, et qui sortent de mon jardin. Donc, il a fallu les réacclimater. Et pour cela, je me suis tournée vers lui, qui d'autre qu'un professionnel qualifié et compétent pour me donner les bonnes astuces pour maintenir ces fleurs dans un environnement qui est plus clos. Elles n'ont pas exactement les mêmes conditions que mon jardin et les maintenir vivantes, c'est très important. Très important, surtout dans le bel espace que vous avez. Alors là, c'est incroyable, hein, toute l'expertise qu'il peut y avoir derrière les petites choses comme ça, on s'en rend pas compte. Très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup, mesdames, chef Strazel, et puis pensée particulière pour Amanda qui est un peu souffrante et qui nous regardera ce soir de l'autre côté de l'écran. On se dit à la semaine prochaine et merci encore de votre confiance et de votre fidélité. Au revoir.